Well, good morning, everybody. Bonjour tout le monde. Le programme de gouvernance, sécurité et justice ici à CRDE. My name is John DeBoer. I'm the program leader. Je suis responsable de programme pour justice et sécurité à CRDE. Je suis très heureux de vous voir ici. D'ailleurs, d'un petit peu tous les horizons, d'un petit peu tous les emplacements. Et je crois comprendre que vous représentez l'industrie, le secteur économique, affaires étrangères, le secteur universitaire, le secteur humanitaire. Nous sommes donc très heureux de vous accueillir ici pour entendre justement l'exposé de Robert Maga, et nous avons hâte de passer au dialogue qui va suivre. Alors, avant de vous présenter Robert, je tiens à vous parler un petit peu de notre programme Gouvernance, Sécurité et Justice qui a été mis sur pied le 1er avril. C'est donc un nouveau programme qui est destiné à recueillir des preuves sur les questions de légitimité et de responsabilisation. C'est un programme international qui est axé sur les pays, de même que la recherche appliquée. Et nous sommes même en train d'insister sur des conseils comme les preuves, enfin les éléments fondés sur la preuve. Et Robert Maga, qui va vous parler tout à l'heure, va justement vous parler de ce genre de recherche. Il va vous montrer ce qui se fait. Il n'est pas uniquement question d'aller chercher des connaissances dans l'univers universitaire, mais c'est le genre de preuve qui, en fait, va nous permettre de prendre des décisions plus éclairées, de savoir comment les entreprises pourraient mieux investir en comprenant l'ambiance, le climat dans lequel elles s'engagent, afin que les acteurs humanitaires puissent intervenir, et puis que, surtout dans des milieux où personne n'est intervenu auparavant. Alors donc, ce programme est d'ampleur internationale. Nous n'investissons pas uniquement dans la quête et de preuves et dans la recherche, mais nous sommes présents dans le sud-est de l'Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord également, en Afrique. Et nous espérons recueillir des preuves suffisamment afin d'avoir suffisamment de connaissances à terme. Alors Robert Maga est un de ces chercheurs très jeunes, je dois ajouter, qui est particulièrement prolifique en tant qu'écrivain. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas simplement aller chercher du savoir, mais qui veut également veiller à collaborer avec des équipes sur le terrain qui connaissent les situations sur place afin de les aider à se doter d'une certaine capacité. Et il est actuellement basé à Rio de Janeiro, à l'université catholique. Il fait partie du corps professoral. Il est expert en matière d'action humanitaire, de conflits, de violences et crimes. Et il a couvert plus de 20 pays. Il est ancien directeur de la recherche en matière d'études sur les petits calibres. Il travaille dans un institut en Suisse. Il est également en liaison avec un organisme canadien qui se penche sur la cybercriminalité et la cyberviolence. Il a obtenu son doctorat d'Oxford et plus récemment, il a publié 2 ou 3 ouvrages importants, un sur la fragilité des États et en 2001 la reconstruction après les conflits. Il a publié également sur le Sri Lanka les échecs qu'il y a eu là-bas, et il a travaillé donc à la publication des études publiées annuellement
en matière de petit calibre, le dernier ici, et il a recueilli une preuve très concluante sur la violence par les armes. Il montre que il a étudié justement ce qui se passe là où il y a une concentration particulière de la violence par arme à feu. Alors ça suit en fait les réalités. On est en train de passer d'un monde où l'utilisation des armes était liée à des conflits, et maintenant on retrouve la violence des gangs, des bandes de rue et autres formes de violence urbaine, et il y a donc un changement dans la nature de la violence à l'échelle internationale. Aujourd'hui, il va nous parler de la sécurité de l'action humanitaire dans des situations autres que la guerre. Cela s'inscrit dans le cadre d'un projet que le CRDI finance depuis le mois d'avril. Robert est à Rio. Il a une équipe qui a travaillé là-dessus. C'est un projet qui ne concerne pas uniquement la situation à Rio, mais on voit un petit peu comment les acteurs humanitaires réagissent du côté de Medellín, en Colombie, également à Port-au-Prince, en Haïti. Et si vous avez la possibilité de rester ou de revenir plus tard cet après-midi, nous allons parler justement de la situation de Haïti, projet qui est également financé par le CRDI. Si vous avez besoin des casques, on a des casques en bas, in the back of the room. We also have... Par ailleurs, il y a du café et du thé qui est servi, s'il vous plaît, ne vous gênez pas. Et donc, merci beaucoup, Robert, d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Nous avons hâte d'entendre votre exposé. Nous espérons réserver beaucoup de temps pour les questions après votre intervention. Vous avez la parole, Robert. Thanks so much. Merci beaucoup, John. Eh bien, excellente présentation. Merci. Ici à Ottawa, parce que c'est mon ville natale. I actually grew up here, so it's always a pleasure. J'ai grandi ici, en fait, et je suis très heureux de revenir ici avec un 12 degrés. Alors, j'apprécie beaucoup l'invitation du CRDI, John, Lauren, Marcus, tous ceux qui m'ont appuyé au cours des 2 ou 3 derniers jours. Ça a été donc quelques journées de rencontres très fructueuses et très intéressantes. S'agissant de la stabilisation et de l'action humanitaire et des défis auxquels on se heurte de plus en plus dans les Amériques, c'est un sujet intéressant et je pense que vous allez voir que c'est quelque chose qui vous préoccupe certainement, plus particulièrement étant donné que le Canada maintenant doit réfléchir à la suite de son intervention en Afghanistan, en Libye évidemment, parce qu'il n'est pas encore terminé d'ailleurs, mais nous pouvons nous pencher davantage maintenant sur cet hémisphère, c'est-à-dire les Amériques. Alors je vais en fait me lancer dans une longue intervention, alors je ne vais pas m'arrêter, parce que c'est un vaste sujet. Mais je me concentrerai sur la dynamique contemporaine de la violence dans le monde, en quoi les réponses visant à la stabilisation peuvent changer les choses et qu'est-ce que ça peut vouloir dire sur le plan de l'action humanitaire. Alors, avant de commencer, on vous a dit que je suis affilié, ou j'étais affilié en fait avec l'Institut responsable de l'étude sur les petits calibres. Je suis également lié avec l'ONU, mais ici, je représente un projet qui s'appelle HASO, qui est Action humanitaire dans les situations entre cas la guerre, et ça a été lancé avec le financement, grâce au financement notamment du CRDI, en partenariat, évidemment, en plus, avec les universités, l'Université de Rio de Janeiro, j'enseigne, et le Comité international de la Croix-Rouge. Et on va beaucoup parler, justement, de ce comité. Alors, je suis donc à Rio. Nous sommes également présents à Port-au-Prince, à Medellín. Et nous envisageons de nous étendre au Guatemala, éventuellement au Mexique. Et d'ailleurs, le Comité international de la Croix-Rouge veut intervenir là-bas. Donc nous voulons comprendre
l'ampleur de ce phénomène à l'échelle internationale, en parallèle avec Médecins sans frontières, avec le Comité international de la Croix-Rouge, où l'on voit ce que ça signifie. Alors, dans les 3 prochaines années, nous allons faire des sondages auprès des foyers, nous allons faire des études particulières afin de voir un petit peu comment les autorités réagissent et nous allons faire des évaluations qualitatives. Je vais vous parler un petit peu de cela aujourd'hui. Alors, ce projet s'inscrit avec en toile de fond une préoccupation mondiale, c'est-à-dire le changement de démographie où on s'achemine tranquillement vers les 7 milliards d'habitants d'ici 2020 et on voit les perturbations qu'il y a dans les milieux urbains. Alors, ces tendances, ces concentrations de la croissance, c'est-à-dire dans les pays à revenus moyens et faibles, vous avez des tas d'environnements particuliers qui apparaissent, comme par exemple les bidonvilles, etc. On reconnaît ces phénomènes et les militaires prennent note de cela. Le secteur humanitaire également. C'est pas forcément couvert largement dans les journaux et dans la presse, mais on se rend compte quand même que c'est les acteurs du développement humanitaire et les militaires prennent note de ce changement. Je représente un autre projet qui est déjà, c'est pour ça que vous avez un autre logo ici à l'extrême droite de l'écran, c'est-à-dire Urban Resilience. C'est un projet de résilience face à la violence urbaine en partenariat avec le Graduate Institute où j'enseigne à Genève, également le MIT à Boston. Et il est question ici de nous concentrer davantage sur la façon dont les institutions officieuses font face à ces changements. Quels sont les services offerts? Et nous sommes actuellement présents à Kigali, Nairobi et dans d'autres endroits. Et je ne vais pas vous parler de ce projet, mais quand même, il est important que je vous dise tout, que vous sachiez qui je représente. Je suis donc très heureux de pouvoir vous dire que je représente ces projets également. 4 thèmes dont nous allons parler aujourd'hui. Et je vais essayer de les survoler le plus vite possible. D'abord, on va un petit peu réfléchir sur le schéma de la violence dans le monde, les migrations, les transformations de cette violence, comment est-ce qu'elle se transforme et qu'est-ce que ça enseigne du côté qu'est-ce que ça va nous enseigner. Deuxièmement, comment réagir à la violence et quelle transformation apporter dans la foulée de l'Afghanistan et de l'Irak. Il y a des choses qui vont nous rappeler le passé, tout n'est pas nouveau, il y a peut-être des répétitions, et nous allons formuler quelques hypothèses, parce que finalement, ce discours, on l'entend bien à Rio de Janeiro. Dans cette partie du monde, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle de la stabilisation. On va parler également de pacification. Les unités de pacification, les unités policières de pacification, comme on en voit à Rio de Janeiro. Et on va voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. On va voir ce que ça représente, ce que c'est, ce que ça n'est pas, pourquoi c'est important, pas uniquement pour le Brésil, mais pour la région. Et enfin, brièvement, je vais vous parler de ce que le comité de la Croix-Rouge fait, qui est présent donc à Rio de Janeiro. Et il y a des questions assez intéressantes. Pourquoi le CICR est-il là-bas pourquoi est-il là-bas et pas dans des zones de guerre? Rio est un terrain d'expérience. Alors, personnellement, mon argument, c'est qu'il y a des changements de géographie et ça va donner lieu, tous ces changements, à une série d'activités de stabilisation qui sont locales. Ça ne peut pas exporté par le Canada, par le Royaume-Uni, par les États-Unis. Sont des activités de stabilisation entreprises à l'échelle locale. Et je vous dirai un petit peu ce que le mot stabilisation veut dire. C'est un concept un petit peu ambigu. Deuxièmement, je vais vous expliquer
expliquer ce que veut dire la violence déréglementée, urbaine. Je crois que ça peut avoir un impact sur les actions humanitaires dans le futur à long terme. Alors allons-y. Alors, quitte à sursimplifier la discussion sur cette question de violence, je dirais qu'il y a ceux qui se concentrent sur les conflits et d'autres qui se concentrent sur le crime. Alors, les chercheurs ceux qui s'intéressent aux conflits cherchent à définir le nombre de morts, ils essayent de voir la gravité de ce genre d'action. Les criminologues, et encore une fois je simplifie, eux s'intéressent aux homicides, c'est-à-dire aux homicides collectifs ou personnels. Et puis récemment, au cours des 10 à 15 dernières années, il y a eu des chercheurs en épidémiologie qui essayent de compter, de déterminer le coût humain de la violence collective sous la forme de morbidité et de mortalité. Et il y a des agences internationales comme la Banque mondiale, le Bureau des drogues et du crime, il y a des instituts de recherche comme WWS, le rapport sur la sécurité que nous produisons dans l'Occident travaille vraiment très fort pour essayer de faire la part des choses et comprendre un petit peu ce que veut dire cette violence dans les zones de guerre et ailleurs. Et donc on arrive à appréhender davantage ce phénomène. Alors premièrement, nous assistons à un effondrement. Enfin, par exemple, dans les zones de conflit, il y a différentes cimes il y a différents types de violences, de prédation. Ailleurs aussi, il y a en Colombie par exemple, vous avez d'autres formes de violence. Alors vous avez aussi la violence criminelle en Jamaïque, au Guatemala, et c'est très différent de la violence politique reliée à l'État. Et nous voyons un petit peu qu'il y a des catégories monolithiques qui apparaissent pour des fins analytiques. Et cela, ça ne permet pas de mieux comprendre la dynamique de la violence, parce qu'il y a des recoupements et parfois il y a des phénomènes simultanés. Je suis désolé pour ceux qui sont dans le milieu, vous allez devoir vous tordre le cou pour voir l'écran de droite ou de gauche. Cette carte montre un petit peu les violences. Il y a des dizaines de données sur, par exemple, le recensement du nombre de morts, etc. Le recensement de nombre de morts, c'est quand même une bonne indication du niveau de violence qu'il peut y avoir. Alors, avant de vous décrire cette diapositive, deux choses. D'abord, nous savons que le nombre de conflits à l'échelle internationale a considérablement réduit depuis le début des années 1980 et en fait depuis le début du dernier siècle. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, ceux qui s'intéressent à ce genre de recherche, ont vu qu'il y avait une forme de courbe de Gauss qui s'était formée. On est passé d'un maximum dans les années 80. Il y a une trentaine d'années à un minimum aujourd'hui. Et puis il y a le nombre de conflits qui semble être sur le déclin, le nombre de conflits civils. Également, les conflits sont moins mortels, que ce soit directement, nombre de personnes directement tuées par la violence, mais également la mortalité de conséquences, ceux qui meurent des suites d'un conflit. Et on se rend compte qu'il y a par exemple, la République du Congo, le Darfour, la Somalie, présentent effectivement des extrêmes, mais au cours depuis 2005-2009, on se rend compte qu'il y a à peu près 55 personnes qui sont directement tuées dans les conflits, 55 000, pardon, qui sont tuées dans les conflits, c'est énorme, mais quand même, la moyenne par millier en 2006-2009 apparaît ici. Et nous avons systématisé une série d'analyses et nous avons essayé de reproduire, de digérer cela. Et ça a été reproduit par des gens qui produisent également des ensembles de données sur les conflits. Alors, ce qui est intéressant ici,
je vais vous commenter les couleurs. Alors, le bleu foncé, par exemple, en général, c'est 10 à 60 décès par 100 000 habitants. Alors donc moins de 10 par 100 000 pour le bleu très clair. Donc le risque de mourir dans les zones de guerre est certainement moindre qu'avant. Et vous allez voir encore plus sur la prochaine diapositive. Alors celle-ci est un instantané des tendances de taux d'homicide et donc c'est difficile d'enregistrer la violence homicidaire. C'est également très controversé. Nous n'avons pas à notre bureau rendu public les données par pays jusqu'à il y a quelques années, notamment parce qu'il y a beaucoup d'intervenants qui ne voulaient justement pas que les données les concernant soient publiées. Et j'attire votre attention sur le fait que, non pas sur des pays en général, mais regardez les zones brunes, brun foncé. Le brun foncé, c'est les taux d'homicide supérieurs à 20. Ce que ça montre ici, enfin, ce qui se désigne là-dedans, c'est que les taux d'homicide dans certains pays, surtout dans l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, sont nettement supérieurs à 20. On dirait que c'est 80 par 100 000 et plus. Venezuela, par exemple, c'est 40 par 100 000. Et si on ajoute toutes les morts par violence, par homicide, c'est beaucoup plus de 400 000 personnes qui sont tuées Alors en Australie, en Asie du Sud, au Canada, on se rend compte que les taux diminuent. On verrait que ces pays sont de plus en plus sûrs, ces régions sont de plus en plus sûres. La mauvaise nouvelle, c'est que dans certaines régions, les taux d'homicide augmentent nettement, très nettement. Ici, on intégrait la violence par conflit et la violence par homicide. Ça a été rendu public il y a quelques semaines à Genève. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est le regroupement entre justement les conflits et les homicides. Et ça se produit dans deux régions, dans Afrique du Sud et du Centre et en Amérique latine. Ceux qui suivent ces dossiers n'en seront pas surpris, ça devient de plus en plus commun. Alors ce que je veux dire ici, c'est quelque chose de très élémentaire, et ça va c'est certainement bien illustré par cette diapositive. Vous allez tous comprendre, vous comprenez le cercle de différentes couleurs. Le gris, c'est l'importance de morts liées à la guerre, 50 à 55 000 par an. Le bleu, c'est ce qu'on appelle les décès par conséquence, ou les gens qui meurent de différentes causes, mais ce n'est pas directement par la violence due à la guerre. Et c'est essentiellement chez les jeunes et chez les personnes âgées. Et le rouge, ce sont ceux qui meurent d'homicide. Encore une fois, 400 000 par an. Donc ça vous donne une idée. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'il y a 10 fois plus de personnes qui meurent d'homicide que de violence dans le monde. Et encore une fois, on est de plus en plus conscient de ce genre de choses et on est de plus en plus au courant de ce qui se passe. Alors ici, on classifie par 100 000 personnes ce qui se passe dans certaines régions. Il y a 3 rectangles rouges ici, Amérique du Centre, les Caraïbes et l'Amérique du Sud. Et en bas, vous avez l'Europe occidentale, l'Europe du Sud, etc., Océanie, Asie du Sud-Est. Donc, c'est pas surprenant pour beaucoup d'entre vous. Vous voyez où on a les principaux problèmes. Alors, en Amérique centrale, pour ceux qui travaillent actuellement
sur ces dossiers. On s'intéresse beaucoup à la situation. Là, vous avez un instantané 2005-2010. Et ce qu'on voit ici, il y a une augmentation. Alors effectivement, on a eu beaucoup de couverture de presse pour ce qui se passe dans certaines régions du Mexique, mais également au Salvador, au Guatemala aussi. Et on pourrait également voir sur la côte est ce qui se passe à Trinidad et en Jamaïque. Il y a une augmentation de la violence et des homicides et cette flambée au cours des 10-15 dernières années se produit dans les Amériques, mais également dans la région dans notre région. Et cela, évidemment, c'est à cause de la lutte autour de la drogue. C'est la prolifération des bandes transnationales, locales, etc. Il y en a 2 millions sans doute. Il y a des faiblesses des institutions à cause de la corruption systémique. On voit bien qu'il y a beaucoup d'explications à cette explosion de la violence. Et il y a vraiment quelque chose de pourri qui se passe dans la guerre contre les bandes et contre la drogue, mais on ne peut pas vraiment en parler. Voilà une autre façon de voir vraiment ce qui se passe en Amérique du Sud. Nous ne parlons pas ici de tous les pays en Amérique centrale, en Amérique du Sud, qui subissent cette transformation. Il y a des variantes au sein des régions. Il y a des variantes d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre. Par exemple, ici, vous voyez qu'il y a une chute, une diminution de la violence par homicide dans certains coins et une augmentation ailleurs. En Colombie, il y a une diminution, par exemple. Alors, la moyenne globale, c'est à peu près 7 par 100 000. Et au Canada, je crois qu'on est en moins de 2. Alors que dans ces pays en Amérique latine, c'était de 20 à 40 par 100 000. Je vais revenir à ce graphe pour Rio et Sao Paulo qui est au centre de ma présentation. Ce sont les 2 grandes capitales, villes du Brésil avec une population totale de 26 millions. Et dû à la grande concentration, la proportion par les villes, c'est entre 80 en ville et 20 en campagne. On sait qu'il y a l'exode de cette population et cela crée l'homicide. Et c'est 20 à 40 homicides par 100 000 pour le Brésil. Et comme vous la voyez, la ville, cela devient 4 fois plus grand, 5 fois plus grand, 6. Et si vous voyez les jeunes hommes dans les favelas, c'est dans les même 2000. Alors, cela vous donne un aperçu intéressant de tout cela. Et je reviendrai à Rio un peu plus tard. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, depuis une décennie, depuis Afghanistan et Irak, il y a réaction à ces questions de manque de sécurité et péril. Je ne suis pas là pour parler d'Afghanistan et Irak, je suis là pour parler de l'Amérique centrale. Et on l'a dit de plusieurs façons, il y a eu des organisations comme l'OEA, l'Organisation des États américains, on l'a vu de façon plus pratique avec l'initiative maritime qui est un énorme programme des États-Unis pour le Mexique. C'est aussi un programme pour la Colombie qui a commencé dans la fin des années 90 pour contrecarrer les narcotrafiquants. Et c'est entré à la contre-insurgence, contre-terrorisme, etc. Le département d'État aussi voulait entrer dans l'Amérique centrale avec des différents programmes militaires pour combattre ces gangs internationaux de trafiquants de drogue. Et il y a eu d'autres initiatives dans les Caraïbes où il y a des arrangements militaires et renseignements pour combattre ces narcotrafiquants. Ce n'est pas seulement régional, mais il y a des interventions nationales qui sont programmées pour combattre la violence et ce fléau
de violence qu'on voit depuis 2003 là-bas. Et on a la Manubura, c'est-à-dire le gant de fer, grosso modo, dans plusieurs pays, Guatemala, El Salvador, et il y a Kingfish programme aussi en Jamaïque, c'était pour aider. Et c'est pour les gangs dans les basses villes et centres-villes. Et ce que le Brésil appelle comme programme de pacification, et les Colombiens l'appellent consolidation. Je vais parler de ces initiations, ces programmes en grand détail, notamment au Brésil. Mais un petit aperçu général de la nomenclature qui est utilisée avant d'aller dans le détail. Pour ces changements de stratégie et réactions, ou les réactions adaptées des États de l'Ouest et des pays à revenu moyen ou bas revenu, il y avait beaucoup de contenir les guerres civiles, de libération, etc. pendant la guerre froide et la menace d'une guerre mondiale. Et la terminologie utilisée, que ce soit international, civil, pour les conflits fratricides ou internes, a évolué, surtout avec la question de Biafra en 1967 en Nigeria. Et l'urgence qui s'attachait à toutes ces questions humanitaires dans les années 80-90, dû aux échecs en Somalie et le désastre de Rwanda et l'ex-Yougoslavie, on entendait plus des États échoués qui sont en train d'échouer. Et un professeur Zuckman a commencé à parler de cela à peu près à ce moment-là, de changer de ces questions de la guerre, que l'État était débile, disons, ou fragile. Et il y avait plus de guerres civiles et civiles plutôt que de guerres internationales, disons. Et il y avait une grande préoccupation que ces États fragiles ou échoués tomberait en morceaux et cela déborderait dans les États avoisinants. Et on semblerait que c'était pas trop interventionniste. Il faudrait intervenir avec ces États fragiles parce que sinon cela va nous créer plus de problèmes. Vers les années 90, 2000, on avait des espaces non gouvernés, contrôlés, des États fragiles, des villes fragiles même, et même des régions environnement fragiles même. Et on voit l'évolution de cette terminologie, la possibilité d'avoir un agenda interventionniste où je travaille à Paris, Genève, etc. Il y a beaucoup d'intérêt pour ces différentes variations de fragilité. Cela ouvre pour différents, disons, programmes et ordres de jour. Et le point de référence change. Ce n'est plus l'État, cela élargit. On ne parle pas des États fragiles, mais plutôt dans des sous-régions, villes, gouvernements, et ainsi de suite. Cela ouvre maintes possibilités pour intervenir. Et dans beaucoup de pays, dans le groupe de 77, sont très contre cette terminologie. Cela ouvre grand les portes pour plus d'engagement qu'ils préféraient ne pas voir. Mais ce qu'on voit des manuels militaires au Royaume-Uni, États-Unis, Canada, il y a des lignes directrices, etc., qui s'adaptent pour incorporer cette nouvelle terminologie de fragilité. Et cela nous donne la possibilité d'avoir une plus grande possibilité engagée, mais aussi plusieurs façons de réagir à ces conflits dans des états échoués. Et on essaie de concentrer sur gestion et concentration et pacification. Et depuis 30-40 ans, on essaie de traiter et surmonter cette question. Il y a explosion des opérations de maintien de la paix. Il y a deux fois plus de casques bleus qu'il y a
il y a 10 ans qui font cela. Il y a quelques 180 000 soldats de casques bleus un peu partout dans des missions internationales dans le monde. En plus de maintien de la paix et maintien de l'ordre, il y avait aussi à bâtir la paix, construire la paix, etc. Et au début des années 90, il y avait la question d'intervention pour les violations de documents BRP. Je ne vais pas entrer dans le détail, il y a des plus grands experts ici que moi. Cela donne un exemple de la dernière décennie de cette recrudescence de l'insurgence et des programmes de stabilisation un peu partout. Et il y a bien plus maintenant qu'on a vu depuis fort longtemps. Ce sont des programmes de stabilité menés à bien par le gouvernement des États-Unis et cela a été un rapport du Bureau de la imputabilité ou reddition des comptes aux États-Unis et département d'État. Il y a plusieurs endroits. Il y a beaucoup qui ne sont pas encore sur cette liste, mais voilà qui ont été annoncés publiquement. Et il y a beaucoup d'endroits où il y a beaucoup de conflits, mais il y a beaucoup qui sont des États fragiles ou des gouvernements instables. Qu'est-ce que c'est la stabilisation? Avec ce plus grand appétit pour la stabilisation, il faudrait se poser la question, qu'est-ce que cela veut dire, stabilisation? Plutôt que de passer quelques années, j'ai travaillé avec l'Institut de développement à l'étranger. Je suis toujours un tantinet confus au sujet de cela. Mais par contre, le juge Potter Stewart a dit, il est un enfant des années 60, il a dit, je ne sais pas comment le définir, mais quand je le vois, je le reconnais. C'est une de ces acétates que je ne devrais jamais vous remonter. C'est une espèce de kaléidoscope. Mais c'est une exception qui confirme la règle. Je le montre une deuxième fois. Pour définir la stabilisation, c'est plutôt difficile parce que c'est vraiment à l'axe ou entrecroisement de politiques contradictoires et agendas contradictoires. Cela a différentes interprétations pour différentes personnes. Et de point de vue diplomatique, c'est ambigu, c'est son point fort, mais c'est aussi son point faible. Ce qui ne l'a pas, la stabilisation, c'est discussion avec beaucoup de personnes intéressées dans ce domaine. C'est cette espèce d'ovale qui, si vous le regardez d'en bas, il y a la contre-terrorisme, narcotique, contre-insurgence, maintien de la paix, récupération humanitaire, etc., et développement et bâtir État. Donc, cela englobe toutes ces questions différentes. Et beaucoup de personnes résistent à ce genre de définition. Mais la stabilisation, c'est pour, disons, prêter aide à un État, disons, pour s'assurer que cet État reprend le contrôle et élimine cet État fragile. Mais la stabilisation est très politique. Ce n'est pas nécessairement pour promouvoir le développement. Ça a des objectifs politiques très précis. Et emprunte beaucoup de la contre-insurgence qui a eu une recrudescence récemment, mais est en baisse actuellement. Et cela, on va le voir encore une fois au Brésil, cette reformulation sécurité ferme, dure, pour déblayer toute une région, restaurer des services, convaincre le monde, avoir leur cœur et leur pensée de votre côté. La légitimité de l'État est une espèce de construction, c'est-à-dire de retirer les militaires, la police et avoir à bâtir le capital social.
Cela s'applique dans bien des cas, tout cela. Stabilisation ne suit pas strictement cette définition. Ce n'est pas dans les mêmes étapes ou phases. Cela varie plus ou moins. Le contexte et le cadre changent et le changent. Mais les 20 ou 31 cas que j'examinais, cela varie. Et c'est aussi dans des collectivités bien établies et même au sein des Nations Unies. La stabilisation comme un ordre de pratique se trouve dans une des missions des Nations Unies, c'est la stabilisation en Haïti, qui vient de changer son nom. Dans la République démocratique du Congo, c'est une mission de stabilisation. On l'a pas, cela a été reçu par la communauté de stabilisation. Les États-Unis dit c'est pour empêcher, enfin pas d'empêcher de conflit, mais plutôt réduire et gérer les tensions qui ont créé cette déstabilisation. C'est une espèce de paix négative. Par contre, au Royaume-Uni, la définition, ils sont un peu plus sensibles au côté humanitaire, c'est plus relié et uniforme. Stabilisation, unité de stabilisation définit la stabilisation et les objectifs. C'est pour promouvoir les conditions pour arriver à des arrangements politiques et à des meilleurs services au gouvernement. Ce n'est pas pour terminer le conflit et la référence aux villes, vous le constaterez. Je ne vais pas vous donner la définition du Canada. Il y a des personnes du Canada qui pourraient mieux l'expliquer que nous. J'ai passé un peu de temps aussi à expliquer cela. Qu'est-ce que ça veut dire, la stabilisation théorique? C'est multispectre, multidimensionnel que je vous ai signalé, le kaléidoscope. Ils adoptent des approches douces et fortes qui englobent le gouvernement, une partie du gouvernement, et des approches globales. Vous entendrez de telles terminologies. Et c'est à court terme de tels programmes de stabilisation. Ce sont des différentes pratiques et discours qui sont à court terme, comme je vous l'ai signalé, pour promouvoir des arrangements politiques, pour reprendre du territoire, réduire la violence et ensuite établir la paix et ensuite sortir rapidement. Et cela englobe des mandats complexes et contradictoires. Il y a contre-insurgence, narcotrafiquants, etc., etc., à plus ou moins grand niveau. Et on arrive toujours à la même définition à la fin. Stabilisation pratique, on le voit plus clairement, il y a différentes tendances qui convergent là. Tout d'abord, il y a plus des interventions urbaines et péri-semi-urbains, disons. Et nous le voyons, il y a une agrégation de ces défis dans ces villes. Et aussi évolution de pratiques qui incorporent les rôles civils et militaires. Donc, on prend les deux côtés dans de tels programmes comme les programmes PRT que nous avons discutés il y a quelques années et peut-être cela continue. Et où il y a un État qui a des chapeaux différents, qui est plutôt déconcertant pour les humanitaires parce qu'il n'y a pas cette autonomie d'impartialité et neutralité pour les personnes qui maintiennent la paix doivent jouer des rôles multiples et cela déconcerte les humanitaires. Alors, je vais parler de la pacification à Rio de Janeiro et je parlais de l'évaluation de toutes ces questions en Amérique centrale et en Amérique latine, mais je vous ai signalé comment les réactions internationales changent et évoluent dans le domaine de la stabilisation. Maintenant, je vais aller au vif du sujet et comment cela est interprété dans la ville où j'habite et je vais parler à la fin à décrire ce que la Croix-Rouge, le CICR, a fait.
Donc, au départ, j'ai dit que c'est très important parce que cela donne un aperçu de l'avenir possible de la question humanitaire et militaire et pacification, non seulement pour les Canadiens, mais pour bien d'autres. Bon, Rio de Janeiro, c'est une conurbation, peut-être par d'autres pays, mais il y a 6 millions dans la région métropolitaine, mais si vous connaissez tous les faubourgs, les villes connexes, et il y a quelques 25 millions, et il y a les favelas, c'est un taudis au bidonville, etc. Et c'est dans la région septentrionale de la ville, là, la partie nord, là, et il y a étalé partout cela dans le nord, sud et ouest. Et cela incorpore 1,2 million de personnes. C'est à peu près un cinquième de la population totale de Rio habite dans des conditions atroces. Quelle est la définition de favela? Je ne vais pas vous donner une définition géographique, sociologique, anthropologique. Il n'y a pas. Il y avait une grande controverse avec Google Favela. L'on mettait en relief, on ne voyait que les favelas, mais on ne voyait pas Copacabana et tous les autres beaux coins de Rio. Ça a tout disparu. Mais il n'y a pas une définition ferme de favela, c'est catégorisé, où il y a une forte densité de population, beaucoup d'informalité, les services publics aux services de la ville n'existent pas. Il y a aussi le côté socio-économique qui sont déshérités là. Et la morphologie spatiale est intéressante de la ville parce que, à l'instar d'autres villes, les taudis sont dans les faubourgs de la ville. Rio, il y a beaucoup de collines et donc les favelas sont juste à côté de chez moi. Je suis presque au centre-ville, mais il y a une concentration assez forte des favelas dans la partie nord de la ville et ouest, qui a ses propres défis. Comme je vous ai dit, le taux d'homicide à Rio était entre 90 à 110 par 100 000, qui est à peu près 30 pour le Brésil. Et la plupart de ces homicides étaient dans les favelas. On entend ces chiffres astronomiques de homicides à Rio. Et les conditions sont assez intéressantes. C'est compétition de trafic de drogue, territoire, etc. C'est bien plus que les drogues. Il y a consolidation de contrôle dans ces différentes favelas. Et il y a beaucoup de guerres, de la consolidation de qui fournit des services. Mais la partie le plus connue, c'est la violence qui est créée par la police. Et avec l'aide élite, ont utilisé des pratiques plutôt de gants de fer très lourdes et tout cela. Et les tueries extrajudiciaires ont été faites par la police. Quelques 4000 est passé. L'évolution de la guerre à Rio, il l'appelle la guerre de Rio, littéralement au Brésil. C'est une jolie métaphore, mais il y a peut-être plus de vérité qu'on ne pense. Pourquoi cette guerre de Rio a multiples raisons. Il y a toute une industrie d'académiciens qui examinent cette question. Il y a des questions structurelles qui définissent la violence. Les favelas peuvent être tracées, ces communautés favelas qui remontent à plus d'un siècle. Mais depuis les années 50 et 60 notamment, où il y a cette question de modernisation, industrialisation et surtout du nord-est du pays. Donc il y a la population des parties les plus pauvres du Brésil qui arrive à Rio. Mais quand Rio a perdu son statut de capitale de la ville jusqu'au milieu des années 60 et sa réputation industrielle à Sao Paulo,
cela commençait à avoir une espèce de déindustrialisation et cela commençait à récupérer maintenant la Coupe du monde de foot et les Olympiades vont faire cela. Mais pour absorber tout ce monde et la volonté de l'élite de l'accepter était, disons, sous-estimée dans les années 90. Donc, il y a ces facteurs structurels qui sont à la base. Ce n'est pas la pauvreté ou la misère uniquement. Il y a d'autres questions. On avait aussi la dissidence des dissidents dans les années 60-70 qui étaient contre les dictateurs de l'époque militaire. Et il y avait la commande rouge, brigade rouge, qui mettait en question l'autorité du régime militaire. Et à Rio, Sao Paulo ou d'autres îles au large des côtes, beaucoup s'impliquaient et sont devenus des groupes militants, des nouvelles formes de financement pour maintenir leurs activités. Et les pénitenciers devenaient un véritable centre pour le recrutement et déploiement et organisation de groupements armés pour bien des années à l'avenir. Et cela est resté. Quand on voit les raisons essentielles pourquoi il y a cette violence à Rio, aller aux prisons. Et cela s'applique à beaucoup de pays en Amérique centrale et ailleurs au monde. Mais la grande augmentation, mais si je vous ai pas montré la violence d'homicide à Rio à long terme, je l'ai pas montré, cela peut être cocaïne, et le transbordement qui se passait dans les années 90 et au-delà, le transport de drogue à Rio, qui est une ville portuaire qui va ensuite à l'Europe, et aux États-Unis et au Canada, et que les favelas étaient un endroit de transformation, d'entreposage, etc. Et donc, il y avait cette militarisation de l'opération à un niveau assez extraordinaire. Il y avait de nouvelles armes qui sont arrivées et l'État a augmenté sa réaction, surtout pour la police et la police civile, et une économie politique. Il y avait des achats ou ventes, il y avait des armes qui ont été données par l'État, etc. Il y avait les milices qui sont les anciens policiers qui sont entrés dans ces endroits pour promouvoir la stabilité où ils habitent, mais aussi pour obtenir un peu d'argent de poche, disons. Il y a d'autres raisons, mais pour aujourd'hui, si vous allez surimposer la dispersion des groupes armés sur les favelas, vous verrez une telle carte. Je ne veux pas aller dans le détail. Voilà les endroits qui sont contrôlés par différents groupements armés. Et il y a Ameo, nouveau Brigade Rouge, les Amis, etc., groupements amis. Et il y a aussi des groupes de milices qui contrôlent dans l'Ouest. Je ne veux pas aller dans le détail, mais il y a eu ces consolidations de ces groupes armés. Alors, voilà ce qu'on voit, grosso modo un peu partout à Rio. La présentation des armes à feu dans les favelas, dans les 10 à 25 mètres de la rue, ce n'est pas méconnu, disons. C'est-à-dire le contrôle limité de l'État dans ces régions. Les personnes portent des armes, je ne sais pas d'exagérer, mais cela se passe. Mais dans le centre, voilà, des BPS, c'est la police militaire dans une fourgonnette qui se promène. Il y aura des endroits où ils font des blocades, etc. Il y a les hélicoptères vont régulièrement entrer dans les favelas. Il y a un incident assez connu tout récemment qui est arrivé dans les têtes de manchette ici. Il y a un hélicoptère qui a été abattu et cela a amené à une grande pacification en bas à droite. C'est une espèce de crâne, c'est une espèce de
blindés pour transporter le personnel. En bas à gauche, les feux dans les rues, il y a des manifestations entre les gangs pour affirmer leur contrôle, etc. Donc, les origines de cette pacification, l'UPP, ce n'est pas une nouvelle idée, non. Les origines peuvent remonter tout au moins jusqu'en 2000 avec la création du groupe de police spécial pour des régions spécifiques et c'est pour éliminer les narcotrafiquants, etc., pour restaurer la confiance et bâtir des programmes sociaux et montrer qu'il y a des acteurs publics. Mais ce groupe n'a pas duré duré longtemps. Il y a eu de bonnes actions, mais il y a allégations de corruption et pas d'appui du gouvernement et qu'on ne pensait pas que c'était pas très réussi. Donc cela a été arrêté par les administrateurs publics à peu près 2-3 ans après sa création. Une expérience, et c'est l'expérience du Brésil avec MINUSTAH en Haïti. Comme vous le savez, le Brésil est le plus grand contributeur aux opérations du MINUSTAH et ont été essentiels pour l'organisation de 2004. La police qui travaille à Haïti, les Brésiliens, la police brésilienne, et Port-au-Prince, aussi Cité au Soleil, Bel-Air et d'autres régions sont là et qui opèrent là, avaient des centres urbains comme contrôle. Beaucoup sont revenus à ces idées à Rio et veulent avoir leur propre programme de pacification. Donc il y avait l'importation d'autres politiques sociales à Rio qui est plutôt intéressante. Mais la chose la plus importante qui a habilité ce programme de pacification de démarrer, et quand on pense à d'autres régions du pays, c'est la question de politique habilitante qui s'appelle PRONASI, qui est une politique de sécurité lancée en 2007 par le ministère de la Justice et on parle de milliards de dollars dépensés cela et le programme alloue de fonds au niveau étatique, municipal et ville qui peuvent démontrer, qui peuvent produire des résultats très positifs. Donc ce niveau fédéral, cette structure fédérale a permis à ces programmes de sécurité à aller à Belo Horizonte, qui est au centre du pays, à recevoir l'argent à Sao Paulo, qui est près de Rio de Janeiro, et aussi Rio, et ce serait intéressant à noter, et ça c'est un peu plus subtil, qu'il y a une espèce d'alignement politique du niveau fédéral et municipal entre les différents partis politiques. Donc pour la première fois, le gouvernement fédéral, pour la première fois, parle la même langue que les gouvernements d'État, les gouvernements municipaux. Avant, ils jouaient l'un contre l'autre. Là, maintenant, il y a une espèce de solidarité à des fins particulières. Et donc, la dernière raison, c'est évidemment l'argent, qui est le nerf de la guerre. Et comme vous le savez, le Brésil a obtenu la Coupe du Monde et les Olympiques. Et donc, les acteurs privés et publics ont beaucoup à gagner à la pacification. Et ils pourraient perdre s'ils n'arrivaient pas à instaurer la sécurité. Alors, d'une façon générale, on peut sembler que l'heure du Brésil est arrivée. Le Brésil est une des économies les plus importantes de la planète. Il y avait ce cancer très gênant qui était la violence et qu'il fallait régler. Alors, qu'est-ce que la pacification exactement? Eh bien, la pacification est bidimensionnelle. D'abord, la sécurité, deuxièmement, le développement. D'un côté, la sécurité, il y a la police spéciale, mais également il y a des priorités plus fondamentales en matière de police communautaire pour s'attaquer à c'est une forme de répression qualifiée qui vise certaines bandes, mais ce n'est plus la répression massive qu'on a pu voir dans le passé. On insiste davantage sur un service de police communautaire de proximité
proximité, les gens sont formés et c'est une toute nouvelle force policière qui a été mise en œuvre au cours des 2 dernières années. Mais ce qui est vraiment innovant dans le cas de l'UPP, c'est du côté du développement. On insiste pour essayer de promouvoir les programmes sociaux, on reconnecte avec les services publics et privés officiels dans des zones qui avant étaient des zones de paria où il y avait un accès à des services officieux. Il y a également les occasions d'emploi et d'instruction, d'enseignement et enfin une présence permanente de l'État pour la toute première fois dans la plupart de ces favelas qui ont été pacifiées. Il y a une présence policière permanente, il y a des postes de police. Les gens ne font pas que passer. Avant, un policier rentrait dans les favelas, faisait son intervention et il prenait les jambes à son cou pour sortir. Là, maintenant, il y a un établissement, ça envoie un positif, un signal, très, très, très fort. Alors, il y a différentes phases de l'UPP. Il y en a 4, en fait. Premièrement, le sauvetage. Deuxièmement, c'est la stabilisation, c'est la forme. Consolidation, c'est-à-dire le maintien, l'occupation. Et après, il y a la post-mise en œuvre, c'est la construction. Alors donc, il y a une sorte de séquence d'enchaînement, des efforts à court terme. C'est multidimensionnel, multispectre. Je ne veux pas aller trop loin, mais enfin, je vais quand même rapidement vous expliquer un petit peu ce que c'est. Alors, comment est-ce que les UPP choisissent ces endroits où ils interviennent? D'abord, effectivement, il y a la planification. Il y a des milliers de favelas, il y a des millions de personnes qui habitent là. Comment choisir où est-ce qu'on va rentrer? En fait, il n'y a pas de critères officiels. C'est un colonel, le colonel Robson, qui était là au début et qui m'a expliqué que d'abord, on va aller dans les zones où l'empreinte criminelle est la plus forte. Et on va s'attaquer, on va voir les endroits où on pense que le problème de bande est le plus grave. Et finalement, le CICR a adopté la même philosophie. Deuxièmement, on va se concentrer sur les zones où l'effet de la pacification rapportera le plus de dividendes économiques. Donc là où l'on a le plus à gagner, où l'on va contribuer après la pacification véritablement au PIB. Et donc ça, c'est une vision néolibérale, évidemment, en matière de pacification. Et le troisième critère, qui est sans doute le plus intéressant de tous, c'est qu'on se concentre sur les secteurs où il peut y avoir des occasions ou des menaces stratégiques immédiates. Et on veut faire preuve de souplesse dans ce genre d'intervention, mais il n'y a pas de véritable critère bien arrêté. C'est juste pour vous donner une idée de la façon de la démarche qu'on adopte. Alors, quelles sont les caractéristiques? Eh bien, ça fait déjà 2 ans que le programme a été lancé. Il y a 3000 policiers qui ont été recrutés pour être intégrés dans les UPP. On assiste à une augmentation spectaculaire des effectifs. Ça va augmenter de 3 ou 4 fois d'ici 2014. On voit une insistance sur une approche, une démarche décentralisée et on va récompenser les bons rendements. C'est-à-dire que on va simplement, parce que on se rend compte qu'il faut mesurer ce qui se fait pour obtenir des résultats, mais il faut pas tomber dans un excès parce que sinon la police risquerait de se limiter à certaines activités et pas à d'autres. Et enfin, il y a la formation dans la police de communauté, dans la police également de proximité. Alors il y a une véritable stratégie ici. Il est question de passer de l'idée d'une force policière oppressive et je dois dire qu'il y a effectivement des policiers qui
on a réfléchi sur le Boston Ceasefire Project, par exemple. Il y avait également un projet à Chicago où il était question de promouvoir l'intervention pour améliorer les relations de la police avec la communauté. Vous savez, cette espèce de police de quartier ou de police de proximité. Donc on a été emprunté un petit peu à ces modèles. La police communautaire, c'est une doctrine qui est bien établie. Alors qu'a fait l'UPP depuis 2009? Eh bien, il y a 18 favelas qui ont été occupées par l'UPP, ça représente 3% du total. On dit, écoutez, c'est vraiment pas grand-chose, parce que les favelas sont pas toutes de la même taille. 18, c'est 3% de toutes les favelas, mais ça représente, en termes de population, à peu près un tiers de la population globale des favelas. Et donc, il y a des interventions UPP d'une façon ou d'une autre qui sont conduites là-bas. On a dépensé à peu près 470 millions de dollars. Ça va passer à 1,3 milliard de dollars américains d'ici 2012. Et on le présente déjà, l'UPP, comme un modèle à appliquer dans les pays d'Amérique latine. Et on espère que ce programme va être porteur à Rio de Janeiro et qui va être porté à de nouvelles dimensions, une dimension nationale et à l'échelle interne, on va voir que ça va devenir peut-être à terme un programme même international. Les pays viennent voir sur place ce que donne l'expérience UPP. Alors c'est pas un succès complet, il faut pas brûler les étapes, mais on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans ce pays. Alors, il convient ici de souligner ici, c'est extrait d'un journal du pays. Ça, c'est le complexe allemand. C'est l'énorme favela qui est à côté de l'aéroport. Et c'est là où l'hélicoptère a été descendu, d'ailleurs, il y a peu de temps. Je voulais juste vous dire que l'UPP, en fait, on est parti donc d'une véritable répression, on est arrivé à l'UPP, et vous voyez un petit peu tous les acteurs militaires qui sont intervenus du côté de l'État. En bas, vous avez le genre d'équipement qui a été, le genre de matériel qui a été mis en œuvre. Vous voyez bien ici, c'est des opérations à caractère militaire. Et ça, c'est effectivement, les Brésiliens veulent vraiment qu'on discute de cela. Vous avez ici une série de photos qui présentent les différentes phases. D'abord, phase de sauvetage, de nettoyage. On rentre, on intervient, on arrête les chefs des trafiquants. C'est très brutal, très direct. Voilà le genre de dispositif utilisé pour nettoyer les zones et pour commencer à stabiliser. Donc on enlève les débris, on enlève tout ce qui bloque les accès. Et et vous avez donc ici l'affichage de publicité. Il est question de prouver que la police est là, d'établir sa présence et de la publicité. Oui, Heu, Aboyo, Apache, UPP. Là, c'est la consolidation. Donc, on intervient auprès du public. Il y a des tribunes. Des gens qui visitent les favelas, qui expliquent en fait les réussites qu'on peut attendre de l'action de l'UPP. Et ici, évidemment, c'est après la mise en œuvre. Les gens peuvent se promener dans les rues avec les enfants et il y a une présence policière qui est confirmée. Alors donc, on peut véritablement démontrer que l'UPP est utile et que c'est intéressant pour l'État de revenir dans ces collectivités. Passons très rapidement, avant de passer au CICR, voyons un petit peu ce qu'on a constaté. Eh bien, on a beaucoup insisté sur les données mesurées, sur les statistiques, et l'on s'intéresse beaucoup sur la sécurité. C'est-à-dire, est-ce que la sécurité s'améliore? Est-ce que les homicides diminuent? Ça, c'est le premier facteur. Et qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on apprend à cet égard? Eh bien, ici,
vous avez les homicides intentionnels, ce sont les taux à Rio. Vous voyez qu'il y a un déclin très lent sur le nombre de années et une très nette réduction du nombre d'homicides entre 2009 et 2011. Ça, ce sont les vols qualifiés. Déclin très net. Et évidemment, il y a des raisons de cause à effet qui peuvent expliquer certaines de ces fluctuations, mais de toute façon, force est de constater qu'il y a une très nette diminution d'une année à l'autre grâce à, dans la foulée des interventions. Donc ici aussi, les vols qualifiés entraînant la mort, ici les vols de véhicules, les vols qualifiés dans la rue. Ça, c'est à l'échelle de la ville, c'est pas uniquement dans les favelas. Donc, on part du principe que les favelas, évidemment, sont à l'origine d'un grand nombre de ces vols. Et pourquoi ça monte, pourquoi ça descend, c'est que les favelas, quand les favelas ont été pacifiés, on arrive évidemment à limiter le trafic de drogue, et donc il y a un effet de déplacement. Il y a d'autres types de violences qui apparaissent, d'où une augmentation éventuelle du vol qualifié. Il y en a qui disent que le programme a réussi grâce à cela, d'autres qui disent que c'est un échec flagrant. Alors maintenant, il y a la question des perceptions qui est importante. Et nous avons été dans certaines régions pacifiées par les UPP ce qu'ils pensent du programme. Eh bien, on a constaté que dans l'ensemble, le niveau d'approbation est très élevé. Encore une fois, compte tenu de tous les groupes de population touchés par les UPP, on voit bien qu'il y a 79% d'approbation dans les favelas et il y a 70% dans les favelas et 50 à 70% qui approuvent la présence permanente de la police. Ça, évidemment, c'est un petit peu problématique et il va falloir une pleine génération, une génération complète pour restaurer la confiance. Quels sont les effets, les conséquences inattendues, non désirées? Eh bien, d'abord, il y a le problème de ce qu'on appelle la malédiction par les occupants. La force communautaire rentre, la police communautaire rentre, l'armée sort, et on se rend compte que la police comble un vide qui était avant occupé par un autre groupe. Autrement dit, la police essaye de remplir un rôle qui était assumé avant par l'armée. On essaye de conclure des ententes, on essaye de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, ce qu'il faut faire, et on risque de voir dans la police une institution permanente d'occupation. Il y a aussi un effet de bulle et de déplacement. Quand on rentre dans les favelas et qu'on installe une UPP, les trafiquants, eux, sortent. Et il faut éviter évidemment les confrontations, les affrontements directs. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une diffusion des acteurs, pas uniquement à Rio de Janeiro, qui se retrouvent pas uniquement à Rio de Janeiro, mais dans le nord et dans le sud. Et c'est une préoccupation. Et enfin, il y a les dividendes à court terme, parce que comme la stabilisation, la pacification est un exercice à court terme, parce qu'il y a encore les Olympiques ne sera pas avant 2016, et on a vu, d'après la définition précédente donnée à la stabilisation, c'est que il est question d'instaurer la paix à long terme. Et donc, le fait qu'on ait supprimé la violence devrait donner lieu à des dividendes à long terme, et ça peut être préoccupant. Et l'autre perspective, c'est l'effet de paupérisation. Ce qu'on constate, c'est qu'à la suite de la pacification, à la suite des réussites constatées à Rio de Janeiro, le prix des propriétés, rappelez-vous où sont les favelas, elles sont dans les collines, et en fait, c'est les terrains parmi les plus intéressants de la ville. Et d'un seul coup, après la pacification, les prix augmentent. Et les gens vont ailleurs.
et très rapidement, il va y avoir ce phénomène qui va s'apparaître et qui va donner lieu à une nouvelle forme de paupérisation. Il y a également un effet de bulle, il y a une distorsion dans les dépenses des foyers. C'est-à-dire c'est une façon d'utiliser l'assiette fiscale et les gens on va vouloir les brancher au service public pour qu'ils payent le plus rapidement possible, qu'ils payent des taxes. Alors, évidemment, ça peut être bénin, mais cet exercice risque de menacer encore plus les foyers qui devraient dépenser davantage, en fait. Après, il y a une transformation informelle des économies, comme je le disais tout à l'heure. Tout cela risque de devenir surpolitisé. Ça va attirer beaucoup l'attention des politiciens. Et en théorie, c'est peut-être une bonne chose, mais il y a des risques qui sont rattachés à cela, à cette politisation. Nous allons terminer par l'action humanitaire à Rio, ce que fait le CICR. Qui participe donc à cette dynamique très complexe. Je veux dire ici que les favelas ne sont pas, n'ont pas retenu l'attention du secteur humanitaire. En fait, le CICR n'était même pas présent, notamment à cause de la violence. Et il y avait un engagement relativement limité, mais pas plus, à cause de la violence. Alors, le CICR a 80 délégations ça a été formé en 1963, mais surtout dans les zones de conflit, intenses, le Darfour, l'Afghanistan, l'Irak, etc. Mais le CICR a également été présent dans les zones hors guerre, mais pas de façon aussi intense. Également une présence depuis la fin des années 90 au Brésil, surtout à l'échelle fédérale, c'est-à-dire le Brésil était une base pour intervenir dans d'autres pays, surtout quand à la période vers les années 80, quand il y avait énormément de conflits. Alors le CICR s'est intéressé à Rio en 2005-2006. Après le retour des délégués de l'expérience africaine, et ils ont constaté, ces gens-là, ce qu'on a dit au début de la présentation, c'est-à-dire une incroyable violence, et cela les a préoccupés, et ils ont donc, ils se sont servis de cela comme un terrain d'expérience pour voir comment intervenir sur le plan humanitaire dans les zones de violence. De 2009 à 2014, il y a le programme de Rio qui a été lancé. C'est un projet pilote dans les zones urbaines. Alors évidemment, ça c'est relativement controversé quand même. Et on a eu peur que l'on déborde un peu des mandats traditionnels du CICR en faisant cela, normalement, qui est de protéger l'application de la Convention de Genève. Alors donc, il y a eu toute une discussion. C'est entendu qu'avec la Fédération internationale de la Croix-Rouge, que c'était important tout de même d'intervenir à ce niveau-là. Alors le CICR à Rio de Janeiro, il y a 7 favelas en particulier qui retiennent l'attention du CICR et comme les UPP, ils obéissent à certaines caractéristiques. D'abord, rentrer là où les taux de violence sont les plus élevés. Troisièmement, voir quels sont les groupes armés différents et s'intéresser à ces gens-là. Et puis le CICR voulait aussi se concentrer sur les zones où éventuellement il pouvait implanter une présence permanente. Voilà donc les thèmes sur lesquels le CICR s'intéresse. Il y en a qui sont relativement traditionnels par rapport à ce qu'il faisait il y a une vingtaine d'années. Dans la plupart des cas, il y a des différences. C'est pas forcément assumé par le CICR directement, mais par la branche brésilienne de la Croix-Rouge. Le CICR participe au premier chef, aux premiers soins et aux soins de santé primaire. Ensuite, il y a l'accès à la santé. C'est très différent entre les villes, les secteurs ruraux. On n'a pas affaire vraiment à des institutions qui sont très sophistiquées dans les campagnes. Bon, ça, c'est de la propagande, je ne vais pas vous en parler.
la publicité. C'est des images d'intervention du CICR. Quelle est la stratégie du CICR? D'abord, il s'est dit qu'il fallait gagner la confiance, il fallait être accepté. Dans la langue des humanitaires, c'est comme cela. Donc le CICR se différencie dans son action à Rio parce qu'il coordonne les actions. Et d'abord, il essaye d'aller de porter aide aux plus vulnérables. Apporter les premiers soins, pas uniquement parce que les gens en ont besoin, parce qu'ils ont été blessés par arme à feu ou pour d'autres raisons, mais parce qu'ils, justement, ils veulent se faire savoir, ils veulent être visibles au sein de la collectivité de façon à être acceptés. Deuxièmement, il faut qu'ils instaurent la confiance auprès des groupes armés. Et ici, il y a la loi du silence dans les favelas qui fait qu'il est très difficile de pénétrer les groupes. Donc, par l'acceptation, il est possible au CICR d'intervenir auprès de ces groupes et éventuellement de les amener à modifier leur comportement. Ensuite, une fois qu'on a accès et qu'on a été accepté, il faut effectivement offrir l'aide. Et j'arrive vers la fin. Ici, il est question d'étendre le réseau, de travailler avec les acteurs du palier municipal. Et enfin, c'est ce qu'espère le CICR, c'est de pérenniser son action en négociant avec des fournisseurs officiels ou officieux, autrement dit, former les formateurs, travailler avec des associations communautaires, etc. Autrement dit, c'est sensibiliser les autres pour transférer les compétences à ceux qui travaillent sur le terrain. Quels sont les défis? Eh bien, il y en a quelques-uns. Je vous demanderai de me suivre ici à Rio de Janeiro. Ça n'a pas été une opération très facile, loin s'en faut. Alors d'abord, il y a très peu de précédents quant à ce que le CICR essaye de faire. Et ça pourrait cependant devenir de plus en plus commun dans des zones urbaines complexes. Donc le CICR n'a pas vraiment d'expérience sur laquelle se fonder. Deuxièmement, et c'est sans doute un des aspects les plus intéressants, ce sont les zones grises sur le plan légal. Traditionnellement, le CICR intervient dans des zones de guerre et il peut se tourner il peut invoquer la Convention de Genève pour avoir une certaine protection, mais également prévoir un petit peu ce qui peut s'annoncer et travailler avec les partenaires sur le terrain. Mais à Rio, il n'y a pas de guerre. Et le CICR évolue en fonction d'une compétence locale. Et en travaillant au contact de groupes illégaux, le CICR se retrouve dans l'illégalité. Et on pourrait très bien être arrêté par la police parce qu'on travaille avec des groupes illégaux. Donc c'est en étant en eau trouble, c'est très délicat. Et la façon de contourner cela, c'est d'assurer justement un maximum de visibilité, un maximum d'ouverture, de communication entre toutes les parties sur le terrain. Et ça, c'est un des grands avantages que va tirer le CICR par ce genre d'action. Ensuite, il y a quelque chose qui est très troublant, c'est la présence de groupes armés multiples qui sont parfois très clairement définis, on les connaît bien, ce sont les trafiquants locaux, les milices, etc. Mais à un moment donné, on se rend compte qu'il y a énormément d'affiliations, de connexions entre ces différents groupes, entre ces groupes et l'État. Donc c'est un environnement très difficile, qu'il est difficile de décoder. Et dans bien des zones de guerre, évidemment, on retrouve ce genre de groupes interconnectés de façon difficilement caractérisable, mais quand l'État
est exclu d'une façon ou d'une autre, évidemment, il est difficile d'administrer ce genre de programme. Le quatrième défi, c'est ce que j'appelle le paradoxe de la visibilité. Encore une fois, ça fait juste quelques mois que nous avons commencé cette étude. Le paradoxe de la visibilité. Donc, le CICR, comme beaucoup d'organismes humanitaires, doit être reconnu, doit être visible pour pouvoir accéder aux zones où il travaille, d'où son emblème, son symbole. Il y en a qui se plaignent de voir autant de symboles comme ça se balader dans la rue. Mais il y a une raison, c'est pour être visible, pour sensibiliser les gens auprès de qui on travaille, et ceux évidemment qui pourraient s'attaquer à la nature de votre action. Alors le danger, c'est que dans une région urbaine, c'est que vous pouvez pas être plus visible que l'État. L'entité, c'est l'État, c'est lui qui doit apporter le service, c'est lui qui est légitimisé sur ce plan-là. Donc, le CICR, qui est un organisme international, pourrait justement être pris en conflit. Alors, d'où le paradoxe. D'abord, il faut être visible pour assurer sa sécurité, pour intervenir, etc., mais il doit être en même temps assez discret pour ne pas marcher sur les plates-bandes de l'État. Enfin, pour ce qui est, parlons de nos réflexions générales. Alors d'abord, qu'en est-il du changement du paysage de la violence? Eh bien, il y a une transformation fondamentale qui s'opère, et il faut insister sur le fait que il y a cette transformation de violence passe des zones de conflit classiques à des zones urbaines. Ça, c'est évidemment un des défis qui va se poser. Deuxièmement, il y a une deuxième ou une troisième révolution dans les affaires militaires, c'est-à-dire les opérations de stabilisation se retrouvent davantage dans des milieux non conventionnels. Et enfin, et point d'interrogation, est-ce qu'on assiste à une révolution en matière d'affaires humanitaires? Les actions humanitaires dans ces zones sont relativement nouvelles et n'ont jamais été testées. Mais évidemment, les agences humanitaires y pensent. Il y en a beaucoup il y a des Oxfam de ce monde et les autres qui me disent mais comment est-ce qu'on pourrait appliquer ce programme urbain? Je ne sais pas exactement comment répondre, je ne sais pas comment faire. Alors on voit bien ce qui s'est passé à Rio, Medellín, Port-au-Prince, Guatemala, Mexico, et on voit bien que ça transforme fondamentalement l'action humanitaire, ce qui se fait actuellement. Thank you very much, Rob. Merci beaucoup, Robert. Alors, avant de donner la parole pour des échanges, je voudrais donner la possibilité à deux personnes. Je voudrais présenter deux personnes. Nicholas Wire, qui travaille avec la coalition humanitaire, une coalition de 5 organisations, Care Canada, Oxfam Canada et Oxfam Québec, Plan et Save the Children. Donc, je voudrais vous donner la possibilité de nous indiquer un petit peu quel genre de débat vous-même avez au sein du milieu des humanitaires ici au Canada face à ce changement de la violence dans le monde. Et après cela, je céderai la parole à Jean Daudelin, qui est professeur à l'école Norm Patterson d'affaires internationales, pour voir un petit peu du côté de la recherche ce qu'on fait en constatant ces différences sur le plan de la recherche. Nicolas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Mouga, pour cette belle présentation et le secteur humanitaire, ce qu'ils font dans le monde entier. Je ne crois pas qu'on reflète suffisamment cela dans tout cela. Il y a 2 organisations qui sont arrivées au Port-au-Prince après le séisme et ils ont pu travailler dans des endroits où ils n'ont jamais travaillé avant. Cité Soleil, par exemple, donc ils se retirent et leur possibilité et leur volonté de rester plus longtemps n'y est pas. Donc, tous ces désastres humanitaires, nous voyons que les charités et les organisations d'assistance
d'assistance doivent travailler plus dans des secteurs urbains. Cela nous mène à plusieurs questions de comment nous pouvons réagir dans les régions urbaines. La violence est une question très importante et essentiellement nous avons essayé d'esquiver cette question. À travers toute la charité, on a travaillé avec les régions les plus pauvres, la mobilisation des collectivités pour appuyer quelles que soient les initiatives qui sont nécessaires pour répondre aux besoins urgents. Mais les régions urbaines nous a relevé un défi et Haïti est un point tournant et nous devons répondre à cette question de comment nous changeons nos stratégies et approches dans de telles régions ou endroits. Alors, comment est-ce que notre secteur peut travailler avec les parties intéressées de l'État quand on parle de la stabilisation et ce genre d'efforts qui sont déployés? On se concentre avec des partenaires étatiques. Donc, il faudrait réfléchir un peu comment on peut avoir une meilleure relation. On se sent un peu mal à l'aise et comment on peut le bâtir et complémenter tout cela. Nous avons une discussion de relations militaires-civiles et les interventions pour des désastres humanitaires, par exemple avec l'utilisation l'unité DART du Canada. Il y a toujours une corrélation entre la partie militaire et la grosse capacité qui existe là, mais très ciblée vis-à-vis le côté humanitaire des agences humanitaires. Ce sont des matières à réflexion. Je n'ai point de questions à vous poser, mais on a cette discussion. On devrait avoir plus de discussions. Et j'aimerais entendre s'il y a d'autres pays qui sont bien plus avancés que nous. Jean, 3 points, essentiellement. Tout d'abord, j'aimerais féliciter Robert pour avancer cette question. Il y a ce changement dans la recherche de politique. On s'est concentré des guerres civiles. La Banque mondiale a un nouveau rapport, mais vous êtes vraiment un des chefs de file et j'aimerais vous féliciter, le CRDI, de vous avoir invité. Pour les 20 ans qu'on a fait sur la recherche des guerres civiles, on doit être conscient. Et il y avait beaucoup de métriques et données sur les guerres civiles, mais on n'a pas peut-être appris beaucoup. Quel est le résultat final de ces conflits violents avec les énormes ressources qui ont été investies par le CRD, la Banque mondiale et bien d'autres? On regarde la recherche qui a été faite et c'est mince, le résultat final. Donc il faut être très attentif. Et je travaille aussi du Brésil. Il y a beaucoup de données bien chiffres. Nous sommes noyés dans les chiffres. Mais la recherche précédente, c'était pour rassembler d'ensemble de données qui étaient mal conçues. On le mettait dans l'ordinateur et il semblait que et on trouvait une solution qui semblait fonctionner, mais ensuite, là ne semblait pas. Alors, au CRD et à Robert, la théorie, c'est mieux de ramener, oui, je suis universitaire, je prêche ma propre paroisse, mais il faut aller au-delà des affirmations génériques. Il y a beaucoup d'urbanisation, il y a des inégalités, l'État n'y est pas, il y a des gangs, etc. Il faut aller bien au-delà et avoir la théorie, les théories qui nous permettraient des explications plus claires que dire c'est un ensemble d'éléments ou facteurs. Et je crois que ça, c'est la grosse erreur de l'ancien système. Des points repères pour ce qu'il nous faut. Votre donnée démontre que la violence change rapidement. La violence est très volatile
Et vos cartes pour Rio, c'est assez extraordinaire. Quand vous allez vous déplacer 500 mètres, vous allez d'un coin où les taux d'homicide n'est pas plus haut que, disons, à Montréal ou à Vancouver, et ensuite c'est la guerre totale. Alors, il faut avoir des théories pour cela. Et les deux autres points, c'est la démocratie. La démocratisation a introduit des nouvelles dynamiques au Mexique. On pensait que c'était un élément très important pour les accords entre les gangs et le gouvernement. Et il y a eu cette violence qui est issue de cela. Et troisième élément, les groupes criminels, les narcotrafiquants, les méchants ne sont pas dans ce programme de guerre civile. Les insurgents étaient les méchants qui étaient à la base de toutes les difficultés et problèmes. Donc il fallait savoir comment ils finançaient leurs activités, cela se concentrait sur l'État et que l'État gagne. Et la même chose se fait pour cette question primordiale qui commence à sortir. Et ce n'est pas une question d'acteurs légitimes, mais des acteurs pertinents, importants. Et les questions avec la police, ils ont commencé à leur parler avec des personnes où des arrangements ou des accords ou limites peuvent être négociés et discutés. Et à Rio, il y a certaines personnes qui le font. À Haïti, ici, le fait à Boston, cela se faisait. Et on devrait le mettre carte sur table, commencer à théoriser et voir pourquoi cela marche ou ne marche pas. Merci. Pendant que vous réfléchissez sur ces questions, j'aimerais dire aux gens de demander aux personnes qui ont des questions posées, mettez-vous en ligne derrière le microphone, identifiez-vous et faites des questions très courtes. Vous voulez répondre aux questions directement ou répondre aux deux? Bon, passons aux questions. Oui, du centre. Et ensuite, on ira à un côté. Alexis Porter, je suis aux affaires étrangères. J'ai des connaissances humanitaires. Avant que le CICR ait entré, nous sommes à mi-chemin dans le projet pilote. Bon. Est-ce que ça marche et quelle est la valeur ajoutée? Deux ou trois autres questions à droite. D'abord, je repère, je suis un ancien délégué du CSR, des ligues de Croix-Rouge. Je suis dans le centre de maintien de la paix. Cela est très important pour le pré-conflit, conflit et post-conflit pour stabiliser tout cela. Est-ce que vous pourriez nous partager des avis pour la question des deux sexes, etc. et les rapports avec la police? Jennifer Saul, l'Institut Nord-Sud, j'aimerais bâtir sur cette question, mais cela parle d'une de mes questions. Vous parliez des métriques, Robert, comment homicide, vol de voitures ont baissé depuis que l'UPP a commencé. Est-ce que vous avez des données désagrégées d'après les sexes? Est-ce que vous le faites violence entre partenaires ou est-ce que cela qui a un plus grand impact sur les hommes plutôt que les femmes? Mais d'autres données qui peut-être par âge, etc. L'autre question que j'avais, c'est comment, et c'est intéressant moi, comment le CICR puise des expériences d'autres régions du monde où il y a des guerres ou post-guerres à des endroits moins fluides. Est-ce que cette expérience est mise dans les villes pour le dire? Est-ce qu'il y a des leçons à tirer pour des pays post-conflit du Soudan, République démocratique du Canada, Somalie, pour rebâtir leur grande ville? Répondre à ces questions et ensuite on passera à une autre série de questions. Je ferai cela. Ce sont des questions très pertinentes, évidemment. Vous êtes bien intelligent là. Premier commentaire, pour ne pas trop inciter, les tensions que vous avez soulignées dans le secteur humanitaire sont très importantes et persistantes. Ceux qui ne suivent pas ces discussions
on parle des relations entre les humanitaires et les acteurs militaires, les discussions civiles militaires, quelques défis du côté humanitaire. Ils sont des organisés puristes, disons, humanistes. Henri Dunant du CICR, c'est très pur de garder leur indépendance, autonomie, impartialité, objectivité, neutralité. Le CICR, c'est le porte-parole de côté humaniste qui a été créé par Henri Dunant. Mais quelqu'un qui cherche d'autres à obtenir cela. Mais côté humanitaire, il y a des agences avec des mandats beaucoup plus larges. Carl Foley parle du côté humanitaire. Il faut pas seulement les symptômes, mais les causes à la base. Et cela amenait toute une discussion de l'avenir, où ils vont aller, comment ils fonctionnent et comment ils coexistent. Cela a créé cet argument de stabilisation, a créé une espèce de drame existentiel et Irak-Afghanistan était là à amener ça vraiment en haut des priorités. Qui engage qui et comment ils font cet engagement devient une question très importante et cela explique beaucoup de choses. Il y a aussi les défis du mandat. Nous, comme organisation, nous avons évolué d'une façon précise. On doit ajuster à cette dynamique qui change rapidement. Vis-à-vis la théorie, ce sont tous des points très valables et pertinents. Ce que je dirais, c'est que oui, je suis d'accord, il y a évolution, pas seulement le côté des théories, comment les participants, les intéressés jouer la sociologie de la violence, notamment en Amérique latine, où il y a des groupements de personnes qui sont des violentologues, qui examinent la raison de cette violence tout au long de leur vie. Mais je vais passer à travers d'autres questions. J'ai juste signalé en passant, mais il y a d'autres éléments. Mais une des évolutions dans cette discussion de conflit depuis une bonne décennie, et ces discussions génériques, c'est l'évolution de cette violence. Il y a la question de la santé publique, pas seulement le côté écologique qui a sa propre théorie, mais aussi cette idée d'avoir une approche cyclique pour tester les connaissances. On a une diagnose des facteurs de risque. Vous faites une intervention, vous l'essayez, et ensuite vous faites une diagnose, une autre diagnose. Et c'est une espèce de cycle. Est-ce qu'il y a une espèce de lancée théorique, scientifique? Non. Mais c'est une espèce de base hiérarchique et qui existe, mais je comprends bien. J'ai bien des idées, mais je ne vais pas retourner à plusieurs des expériences innovatrices en été qui sont les méchants là. Pour ces trois questions, la première question, est-ce qu'il y a des preuves que cela réussit, ça marche? Ben, c'est plutôt difficile à dire. Un des défis du CICR, dû à l'intervention, et tout le monde le connaît, est au courant, cela a attiré beaucoup d'attention. Beaucoup dans le domaine humanitaire vont aller pour voir ce que le CICR fait et reçoivent plus de visiteurs pour leur dire ce qu'il faut faire que ce qu'ils font, y compris du CICR qui vient d'avoir une espèce de rapport mi-chemin. Disons, oui, ils arrivent, ils forment les personnes, ils traitent des adolescents, les femmes enceintes, etc. Et ils ont changé leurs approches qui n'existaient pas il y a plusieurs années. Un des succès, c'est d'avoir accès aux pénitenciers, aux prisons en Haïti, parce qu'ils savent que c'est la racine de la violence et peut-être on peut avoir un impact. Si on peut l'influencer des noms, peut-être ils vont dire à le monde, écoutez, laissons de côté les enfants ici, on ne les immisce pas. Nous savons que l'été n'est pas arrivé, mais oui, on fait un peu de progrès, mais résultat final, pour accès aux premiers soins,
aux soins primaires. On ne peut pas dire grand-chose en ce moment. Et une des questions dans la présentation, c'est de faire une évaluation de la question de quel impact la violence a sur l'accès aux soins de santé. Question femme-sexe, c'est tout interlié. Ce sont des questions plutôt intéressantes. Côté dynamique de violence pour les deux sexes peut mener à bien de présentations, dissertations. Mais au Brésil, et je ne suis pas allé dans le détail, mais au Brésil, notamment cette persistance de machisme et cette image d'un gangster, le narcotrafic, les jeunes garçons, hommes, entre cela c'est bien reconnu comme le Privario qui travaille en Haïti, mais au Brésil. Et aussi Afro-Reggae qui traite des anciens trafiquants de drogue dans différents coins du pays pour connecter la question de violence et de rang social, de machisme des hommes. Et une des questions les plus importantes et une des politiques controversées des programmes des UPP dans les 18 favelas où ils sont entrés, une de toutes leurs premières actions, c'est une partie biolofunk, c'est une espèce de hip-hop et tout cela. Pour moi, ça a une belle tradition musicale, cela ne cadre pas avec cela. Mais la majorité des jeunes hommes habitants des favelas, c'est une forme d'expression, d'identité, d'interaction, résistance. C'est un peu hip-hop de Oakland ou quelque chose comme ça. Mais une des premières actions, c'est d'arrêter cela. Ils ont reconnu que ces violofunk fait mènerait à certaines formes de violence, alcool, drogue, tard la nuit, sexe informel, etc. Et cela mettra en relief le niveau de risque. Certains disent que c'est très bien, d'autres c'est une attaque dévastatrice sur la culture, mais c'est une question de la masculinité, la glorification de la violation et tout cela dans ces scènes musicales que l'UPP essayait d'éliminer et introduire une autre moralité. C'est une espèce de programme très, très social. Oui. Comme Jean a dit, il y a des ségrégations entre femmes et sexe, et démographiquement et par âge. Ce n'est pas comme le centre ou partie Afrique australe ou sud-est de l'Asie. Il y a beaucoup de données qui sont colligées, connectées par les recensements, médecins légistes. Donc, nous avons pléthore d'informations là. Dans les petits graphes, on a ces données de sexe. Je ne vais pas parler des distributions en proportion entre femmes et sexe. Bon, passons à droite. Et ensuite, Adrien Di-Giovanni, je suis développement de la politique de Mientan l'autre. Et je prêche à ma propre paroisse. J'ai entendu votre présentation et j'ai vu qu'il y avait des questions comme le CICR a un mandat d'après les conventions de Genève et peuvent aller discuter cela. On pourrait dire que ça équivaut à une guerre civile, bien sûr. Mais une fois là-bas, quelles sont les normes qui vont les guider et vont être appliquées? Les conventions de Genève appliquent au état de guerre international, national ou civil, et ce n'est pas une guerre ici. Donc ce sont des normes des droits de l'homme ou des droits de la personne. Et cela s'applique pour la guerre, pas en paix et humanitaire, c'est dans l'autre sens. Et cela est devenu bien plus flou, notamment dans des conflits comme
les droits de la personne et côté humanitaire sont appliqués. Cela a été signalé très souvent pour l'Afghanistan et l'Irak et c'est pour l'utilisation de ces avions sans pilote de surveillance. Et le CICR est là, c'est plutôt intéressant et il pourrait avoir une réflexion plus mûre de comment on pourrait faire cela, mais le droit humanitaire ne s'applique pas. Nous faisons quelque chose de nouveau après toute ce long préambule. Est-ce qu'ils se sont concentrés sur ces questions et quelles sont les discussions sur cela? Je m'appelle Cathy Amba et jusqu'à récemment je travaillais dans la politique, dans le ministère d'immigration, commission, et je suis diplômé communautaire. Est-ce qu'il y a intersection de ces trois niveaux ou est-ce qu'il y a un cas où on doit répondre à quelque chose? C'est-à-dire, est-ce que possible avoir un argument où les trois niveaux des critères de sélection se rencontrent? Ma deuxième question au sujet de métier que vous avez soumis, et c'était pour toute la ville, les statistiques, est-ce que c'est possible ensuite des statistiques pour une favela spécifique, par exemple, pour avoir les conséquences ou l'impact que le CICR a eu? La dernière question pour les régions grises que Adrian a signalées. Dans le cas où vous avez des difficultés quand vous parlez à M. X. Ma question, si la police facilite votre consultation, cela n'affecte pas la qualité et l'information, la qualité et détail de l'information que vous obtenez? Oui. John Beck, l'Institut Nord-Sud. J'ai une question au sujet de la sécurité des efforts humanitaires qui sont déployés. Avec la stabilisation dans les régions de guerre où j'ai travaillé, c'est l'insécurité pour les intervenustes humanitaires. Ils ne sont plus considérés comme des intervenants neutres. Qu'est-ce que le CICR fait dans les régions urbaines pour ne pas être associé à avoir cette neutralité qui pour ne pas être attaqué des deux côtés, Robert? Nous avons quelques 8 minutes avant midi, donc je répondrai brièvement, rapidement, s'il y a d'autres questions par la suite. La première question, c'est le côté juridique ou légal. Oui, vous avez tout à fait raison, il y a cet argument plus grand de cette séparation de ces deux ensembles d'autonomie, les États de Balkans. Et Afghanistan et Irak ont créé une espèce de combinaison créative des deux qui a créé quelques défis pour l'approche puriste à l'action humanitaire et est devenu plus politique parce qu'en théorie, le CICR aide tous les côtés dans un conflit. Dès que vous appliquez la loi, le droit, qu'il y a un pays, un État qui soit responsable, on pourrait considérer qu'il y a des grandes violations et on n'avait pas besoin de faire rapport dans le temps. Donc cela complique leur choix. Ils sont tout à fait au courant de cela. Il y a deux réponses à votre question. La première, sur le terrain, le délégué du CSR ont immunité diplomatique et ils peuvent fonctionner d'une façon que les personnes du pays ne peuvent pas le faire. Mais ils ont cette idée avec une espèce d'idée fusionnelle, disons. Les personnes au quartier général, au siège social, deviennent plutôt chatouilleux de comment cela se passe. Deuxièmement, CICR s'intéresse avec des gouvernements de rouvrir ces conventions de Genève dans les prochaines années sur différents sujets.
Ce n'est jamais très appétissant d'ouvrir la discussion de quelle convention, mais il y a un nouveau processus de réflexion pour une espèce de responsabilisation de certaines questions consulaires, et cela pourrait être matière à réflexion au siège social. Mais voilà ce que le CICR pense. Pour les critères de sélection de l'UPP, ils essaient de les fusionner les 3 points. C'est ce que j'essaie de dire. Et j'aurais pu le faire dans des cercles concentrés qui veulent choisir les régions où il y a les taux les plus élevés de violence et qui ont la contribution la plus importante à l'économie du pays, etc. Et je suis étonné que personne n'a constaté. Les 18 favelas où nous sommes sont groupés dans la région du Sud et autour du stade le plus grand de foot, de soccer, jusqu'à peu. Et il y aura des événements qui vont arriver où on va utiliser ces installations. Il y a beaucoup qui sont arrivés dans cette région du Sud, les régions du Nord et Ouest, qui sont plus difficiles, qui ne génèrent pas beaucoup de revenus, mais il y a quelques, disons, industries ne sont pas examinées de si près. Maintenant, toile de fond, de côté humanitaire, cela ne répond pas à toutes les conditions côté humanitaire, c'est-à-dire d'octroyer de l'aide aux plus déshérités, disons. Le CICR, oui. Oui, il y a des données désagrégées. Oui, le CICR utilise cette information. Le CICR, dans toute opération, puise de l'information de sources multiples. Ils ont leur propre système. Ils ont accès privilégié à d'autres formes de données que la plupart d'autres organisations ne peuvent pas l'avoir. Statistiques de la police nationale, militaire, des prisons, etc. Et en général, vous ne le voyez pas, sauf ça, on vous le donne de façon officieuse, disons. Donc, il y a multiples formes de données et on va essayer d'organiser ces données. Ils ont un tel bureau et nous avons essayé de comment élaborer et avoir des banques de données plus pertinentes à leur action. La police, la relation avec la police, oui, c'est tout à fait vrai. Oui, voilà la contradiction avec CICR et d'autres agences qui travaillent de la même façon. Ils doivent être rapprochés de l'État, y compris la police, pour avoir une influence, mais aussi indépendants pour atteindre leur objectif. Il faut voir qu'ils sont impartials et neutres à toutes les parties intéressées ou en conflit. Et ce que ça veut dire, essentiellement, il ne devrait pas avoir une personne avec une voiture de police. Il ne devrait être dans une telle voiture de police, que ce soit banalisé ou pas, mais ils s'engagent pour essayer de former la nouvelle façon d'utilisation de force, à quel niveau de la proportion de force. Donc il y a beaucoup qui se passe dans les coulisses, mais il y a besoin de séparer les rôles et les responsabilités. Ils sont très inquiets de la pacification parce qu'il y a ce développement humanitaire, c'est un véritable défi. Et je vois qu'ils ne peuvent pas, disons, se vanter et dire voilà, c'est nous, parce que l'État ne serait pas côté. Il y en a beaucoup qui sont venus de Tcherna, Darfour. On dit que Darfour était l'endroit le plus difficile à se battre. Question de sécurité. Pour les actions humanitaires de la sécurité, oui, c'est une question très importante. Oui, l'augmentation des rôles des acteurs aux participants humanitaires sont plus visés dans ces conflits. Est-ce que les taux d'homicide montent ou descendent? Mais depuis une année ou deux, dans des termes absolus où ils augmentent la victimisation, mais il y a beaucoup plus de personnes humanitaires. Donc, si vous avez des taux agrégés, cela semble, ou des chiffres globaux, ça semble être plus, ça semble augmenter, mais en fait c'est moins.
Et il y a la question empirique, et cela m'aiderait à faire une autre étude. Est-ce que il faudrait examiner. Mais ce que le CICR fait de façon pratique, suivant la logique de la dernière question, ils ont présenté introduit les mêmes politiques. Il y a la sécurité qui entre, vérification où il y a un endroit où on pourrait vivre et le personnel du CICR ne pourrait pas vivre où j'habite à Rio. Et il y a eu pas mal de discussions. Il y a toutes des lignes directrices et tout cela. Et des fois très évident dans une région rurale où vous pouvez habiter tout cela. À Cuba aussi. Mais à Rio, c'est beaucoup plus difficile parce que les favelas sont étalées, parce que dans 500 mètres d'un coin de rue à l'autre, tout peut changer. Alors, il y a tous ces protocoles, mais jusqu'à date, il n'y a pas eu un grand incident pour le CICR. Mais, par contre, il y a un incident pour certains de leurs partenaires. Et ils opèrent dans ce qu'on appelle une zone de guerre. Il y a des balles qui sont tirées et qui sont partout, etc. Il y a des personnes qui sont frappées et tuées même. Mais là, je pense qu'ils appliquent toutes les méthodes politiques et tout cela qu'ils appliquent pour une zone de guerre à Rio. Ils ne prennent pas la question à la légère. Merci beaucoup, Robert. Je pense que c'était un exposé fascinant qui a provoqué des débats très intéressants. On aurait pu en avoir plus, mais ce sera pour la prochaine fois. Encore une fois, merci beaucoup pour tout. Bonne chance dans vos entreprises futures. Merci.